Oui, l'autre chose que je voulais dire, juste avant de poursuivre, c'est que je trouve ça très bien que vous essayiez et que vous le suiviez parce que trop souvent, là, ce qui arrive dans mes interactions avec certains programmes, les gens disent c'est des services volontaires, ils ne veulent pas, on ferme le dossier, ciao, bye. Puis, alors qu'on n'a même pas essayé de créer une alliance, de faire quelque chose, de clarifier le problème pour des gens, des fois, qui ont de la misère à exprimer leurs besoins, là, je trouve ça vraiment remarquable. Là. C'est vraiment, je trouve que c'est ça qu'on devrait le plus faire dans notre système. Euh, Moi, j'ai fait mon parcours à l'Université de Montréal essentiellement, ma psy à l'UDM, ma résidence à l'UDM. J'ai fait une maîtrise avec Laurent Motron sur les crises de colère chez les enfants autistes. Je suis sur le conseil d'administration de la Fondation Véro puis Louis pour faire des maisons pour les personnes autistes, puis d'Autisme sans limite, qui est un organisme qui a plusieurs fonctions, mais entre autres la socialisation chez les personnes autistes sans déficience intellectuelle, les jeunes adultes 18-35, préparation à l'emploi, lien avec la communauté, les musées, les employeurs. Puis ils ont aussi des activités du jeudi qu'ils font. Ils rencontrent les policiers aussi pour mutuellement de mieux se connaître d'une certaine façon. Fait que ça fait partie de mes conflits d'intérêt. Je ne suis pas rémunéré, là, c'est bénévole, mais c'est un conflit d'intérêt intellectuel, disons. Je travaille à l'USMM, dans le CIUS de l'Est de Montréal. J'ai une grande équipe multi, ce que je suis conscient qui n'est pas nécessairement la chance de tout le monde. Donc, neuropsy, orthophoniste, ergo, tout le kit. Là. On a 2 unités qu'on essaie de fermer, d'institutionnalisation en autisme DI. Puis, on a créé une nouvelle modalité d'intervention là, d'hospice à domicile pour éviter, faire une alternative à l'hospitalisation pour les personnes autistes et ou avec des déficiences intellectuelles qui devraient être hospitalisées. Là, je ne savais pas trop si ma capsule devait porter spécifiquement plus sur l'autisme, sur les conditions concomitantes en autisme, qui était comme le- le- l'idée plus générale là, euh, de l'écho. Fait que peut-être dites-moi au pire, là, parce que j'ai beaucoup de contenu, mais qu'est-ce qui est préférable? Voulez-vous plus que je parle de l'autisme ou plus de ce que j'ai trouvé dans la littérature au niveau des approches, des modifications des approches qui peuvent être aidantes là, pour les troubles concomitants dans cette population-là? Mais je pense que, tu sais, on a jusqu'à 1h30. Fait que je pense que c'est vrai que je pense qu'il y a un petit survol quand même sur qu'est-ce qu'est l'autisme, tu sais, justement pour mettre tout le monde sur la même page. Puis, oui, après ça, je pense aller vers les troubles concomitants, ça va sûrement intéresser tout le monde. Mm. De manière rapide, là, bon, l'autisme en 2024, on considère plus que c'est une maladie en tant que telle. C'est pas une condition psychiatrique. Il y a plusieurs façons de le voir. Ça peut faire partie de la diversité humaine. Dans certains cas, ça peut être un handicap. Euh, on utilise rarement le modèle de maladie à ce point-ci. On l'utilise plus en recherche, par exemple, en génétique ou des choses comme ça, mais généralement, on va plus le regarder sur la lunette de la neurodiversité ou du handicap. C'est une condition qu'on considère essentiellement biologique, liée à l'architecture du cerveau, euh, génétique plus que l'environnement, des connaissances qu'on a actuellement. Les théories psychodynamiques, psychanalytiques là, des années 50, 60, 70 n'ont pas été appuyées par des données, ont mené à des abus. Donc, on ne retient plus là, ces idées-là là, de mère réfrigérateur, par exemple, qui causaient l'autisme. Puis le spectre s'est graduellement élargi au fil des décennies, passant de gens très facilement reconnaissables par n'importe qui, là, pas besoin d'un spécialiste en autisme ou même d'un spécialiste en santé mentale ou autre, là, à des gens pour qui c'est beaucoup moins évident d'emblée le spectre. On a rajouté, entre autres, le syndrome d'Asperger dans les années 80, euh, qui n'existe plus comme syndrome spécifique, là, mais qu'on a refondu dans le TSA en 2013. Il y a le profil féminin aussi. Donc, on a beaucoup, c'est un profil, Puis, on sait qu'à symptomatologie égale, maintenant, on donne plus le diagnostic qu'auparavant. Dans le DSM-5 en 2013, on a éliminé toutes les anciennes terminologies là, de TED, etc. Puis on a créé en fait le trouble du spectre autistique qui englobe là, les anciens TED si les critères sont remplis.
TED, c'est troubles envahissants du développement. Puis, on a mis aussi le trouble de la communication sociale pragmatique pour des gens qui ont surtout des difficultés au niveau de la communication, mais pas nécessairement les comportements répétitifs là, qu'on retrouve en autisme. On a introduit des éléments qui étaient déjà connus, mais qui n'étaient pas dans les critères au niveau de la sensorialité puis les intérêts pour le statu quo. On a fusionné les difficultés de communication et les difficultés sociales dans les critères. On a retiré certains éléments là, sur l'imagination puis juste symbolique. On a ajouté des spécificateurs qui nous donnent les critères suivants, en fait. Là. Donc, on doit avoir des déficits sociaux, communicationnels au niveau de la réciprocité sociale émotionnelle. Le critère A, il faut les trois d'ailleurs. C'est et, c'est pas ou. Des déficits dans la communication non verbale, soit soi-même d'avoir la difficulté au niveau du non-verbal qui accompagne le langage, soit dans la reconnaissance du non-verbal des autres personnes, difficulté à former des relations sociales, grosso modo, j'ai simplifié là, les critères, là, mais... Puis la deuxième sphère, on doit avoir 2 sur 4, ce qui cause toutes sortes de problèmes épistémologiques et nosographiques que je vous épargne aujourd'hui. Mais bref, on peut avoir plusieurs combinaisons dans ces critères-là. Puis ça touche les intérêts restreints répétitifs sous forme, le premier critère, il s'intéresse beaucoup aux comportements stéréotypés, incluant le langage, les mouvements, les activités. 2, c'est la rigidité face au changement. 3, c'est les intérêts fixes et restreints répétitifs. Puis 4, c'est les éléments sensoriels, plutôt. Donc, 2 sur 4 sont suffisants. Ce qui cause des problèmes, entre autres, parce que des fois, rigidité, c'est pas super spécifique, puis les éléments sensoriels non plus. Fait qu'on peut se retrouver à retenir un diagnostic chez quelqu'un qui c'est pas nécessairement ça, ou qui n'est pas le diagnostic le plus franc, disons. Les autres critères, évidemment, ça doit être présent dans la période développementale. Ce qui est très important quand on diagnostique chez les adultes, il faut qu'on ait une notion que dans la période développementale, il y a eu quand même des particularités. Il faut qu'il y ait un dysfonctionnement qui soit présent. Bon, ça cause des problèmes, encore une fois, épistémologiques, etc. Parce que les personnes autistes, ils disent, c'est ça, vous donnez une étiquette qu'on ne fonctionne pas, puis là, quand on s'adapte, vous nous enlevez notre étiquette qui nous donne des droits des services et d'autres choses. Bref. Mais dans le DSM, on a besoin d'un dysfonctionnement pour retenir le diagnostic et ça ne doit pas être expliqué par une déficience intellectuelle. Il y a une clause grand-père pour ceux qui avaient le TED avant, mais qui ne fitterait pas complètement dans les nouveaux critères de diagnostic, donc pour le diagnostic d'Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié. Les spécificateurs sont avec ou sans DI, avec ou sans atteinte du langage, associé à une anomalie génétique. Par exemple, je ne sais pas, le X fragile qui pourrait être associé, que chez 20 des personnes avec X fragile, il y a un TSA ou associé à un autre trouble neurodéveloppemental ou avec catatonie. Puis on a un beau tableau avec des niveaux de sévérité aussi là, pour les 2 domaines là, de 1 à 3. 1 étant moins et 3 plus. Au niveau de la déficience intellectuelle, dont le nom officiel dans le DSM en français, c'est le handicap intellectuel. Ça doit s'installer pendant la période développementale aussi. Donc, après 18 ans, c'est non. Donc, quand vous m'envoyez une consultation, le patient a eu un trauma crânien, il a 21 ans, puis il fonctionne comme s'il y avait une déficience intellectuelle ou quelqu'un qui a une schizophrénie depuis 40 ans, non traitée, il semble fonctionner comme une déficience intellectuelle, bien, ce ne sera pas possible de diagnostiquer une déficience intellectuelle s'il n'y avait pas d'éléments dans la période développementale. On doit avoir des difficultés au niveau des fonctions intellectuelles et adaptatives, donc au niveau du testing formel, des tests d'intelligence et dans la vie de tous les jours, comment la personne se débrouille, est-il capable de se faire à manger, de se déplacer, de faire des transactions, d'échanger avec d'autres personnes, etc. C'est les critères formels. Là. Même dans le DSM, on recommande qu'il y ait des tests standardisés qui soient faits. Je pense que c'est le seul diagnostic du DSM où on a cette recommandation-là. Donc, je passais très, très vite parce que c'est une capsule de peu de temps. Ce que je pourrais faire, c'est passer aussi à travers la littérature qui est très mince, puis peut-être qu'on pourrait avoir des questions parce que ou par rapport au cas spécifiquement. Autisme, DI et addiction, j'ai cherché là, longtemps ce qui existe comme littérature, puis c'est plutôt faible. Je vous ai mis quand même la littérature générale sur l'autisme et les troubles concomitants, donc les conditions psychiatriques que les personnes autistes peuvent aussi avoir, qui sont augmentées en général par rapport à la population générale. Donc, le TDAH qui est fortement présent, trouble du sommeil, anxiété. Pour l'utilisation de substances que j'ai trouvées, c'est entre 0 et 10 mais évidemment en poulant toutes sortes de substances. C'est
Ça provenait de la méta-analyse de Lé de 2019 qui avait regardé tous les autres troubles, mais il n'y avait pas suffisamment d'études pour se prononcer avec certitude. Ils avaient fait, en fait, c'était une description des études qu'ils ont trouvées pour pour ces troubles-là spécifiques, faute d'avoir assez de littérature. Troubles psychotiques, 4 à 9,4 selon les études. En déficience intellectuelle et troubles concomitants, un peu le même problème. Il y a beaucoup d'hétérogénéité là, dans les études. Là, ça va de 14 à 75 %. Donc, voilà. 33,6 % selon la dernière méta-analyse. Au moins, on est à l'intérieur du range. Ce que j'ai trouvé pour le trouble lié à l'utilisation de substances, je vous l'ai mis plus loin dans des articles parce que c'était très hétérogène, encore une fois. Ce que j'ai trouvé de meilleur comme étude par rapport à la déficience intellectuelle, on parle pas de l'autisme, là, la déficience intellectuelle légère et intelligence limite, une prévalence entre 0 et 50 % d'utilisation du tabac. Encore une fois, plusieurs études avec des populations très variées, là, parfois institutionnalisées, donc potentiellement zéro utilisation, puis d'autres populations complètement différentes. Alcool, 15 à 75 %. Drogue, 0,1 à 2,7 %, puis c'est drogue poolée, là, donc cannabis, stimulants, etc. On concluait quand même que ça semblait être plus haut que le niveau de trouble d'utilisation semblait plus élevé que dans la population générale, même si les études spécifiques qu'on avait étaient dures à interpréter. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est qu'on avait trouvé, à l'inverse, on avait regardé dans les populations de gens qui ont des problèmes de consommation, qui sont suivis en médecine de l'addiction. Je ne sais pas ce que leur terme exact voulait dire, là, mais on trouvait de 30 à 40 % de ces personnes-là qui semblaient avoir une déficience intellectuelle légère ou une intelligence limite. Donc, dans une clinique de toxico, ces données-là semblaient dire qu'on pourrait s'attendre à avoir de 30 à 40 % de DI légère ou d'intelligence limite. Il peut y avoir 1 million de confondants potentiels, ne serait-ce que des fois, le trouble de consommation peut faire baisser le fonctionnement adaptatif de la personne, là. Je trouve ça quand même intéressant de le mentionner là, ici. Il y avait quelques données pour l'adaptation, des adaptations au niveau de l'entretien motivationnel. On recommandait en fait que ça nécessitait pas nécessairement de gigantesques adaptations pour cette population-là. J'ai d'autres recommandations qui proviennent d'ailleurs sur un petit peu comment rendre un peu plus concret les approches psychologiques en général là, dans cette population-là. Mais bref, on recommandait quand même qu'on puisse faire l'entretien motivationnel. On ne devrait pas ne pas faire avec cette population-là à cause de la présence d'une déficience intellectuelle. Il y avait quelques données aussi qu'on citait pour des programmes de pleine conscience pour les gens avec des problèmes d'utilisation de substances. J'ai trouvé aussi, là c'est en autisme, une revue systématique de la littérature qui mentionnait les problèmes d'utilisation d'Internet, puis le gaming disorder aussi, donc les gens qui jouent à des jeux vidéo, soit en ligne ou en solo, là, de manière problématique, là, ce qui est assez fréquent en autisme, là, chez les adolescents aussi en général. Donc, on avait regardé les termes d'utilisation problématique d'Internet, troubles de jeu, puis il y avait une prévalence plus élevée dans le groupe de personnes autistes que le groupe contrôle. On parlait de 10,8 à 45 % des personnes autistes. Je n'avais pas la donnée spécifique, par exemple, pour le groupe contrôle, mais c'était plus élevé. Puis ce qu'on citait, c'est ce qui devait comme lever un flag là, pour les cliniciens. C'était le degré de préoccupation que la personne avait en lien avec le jeu ou l'Internet ou la technologie. Incapacité à contrôler son utilisation. Fait, même si ce n'était pas nécessairement une utilisation très longue dans la journée, si la personne se sentait vraiment incapable de la contrôler. À quel point la personne devait se cacher pour faire ses activités ou devait mentir à propos de son utilisation. Puis la persistance aussi d'utilisation des outils en ligne malgré les conséquences négatives. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et des comportements plus problématiques. Oups.
Ce que j'ai trouvé aussi dans la littérature, puis j'avais déjà fait une présentation en 2019, j'ai pas trouvé de updates qui ont été faites. J'ai cherché fort là, si ça avait été mis à jour. Mais entre autres, là, la direction américaine, le Substance Abuse and Mental Health Service Administration, SAMHSA, avec un H à la fin, sur comment inclure les personnes avec handicap physique ou cognitif dans les approches en troubles liés à l'utilisation de substances. Bon, il y avait des recommandations sur l'accès, évidemment, là, architectural et politique, les procédures discriminatoires, par exemple, de mettre d'emblée comme un critère d'exclusion. On refuse les personnes autistes, on refuse les gens qui ont une déficience intellectuelle. C'était à proscrire. Si l'intervention peut se faire, évidemment, quelqu'un qui est non-verbal, un groupe d'intervention, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis, je vous le dis d'avance. Mais à ce moment-là, c'est pas qu'on exclut d'emblée la personne, c'est plus que la programmation, on ne l'inclut pas parce que c'est pas adapté. Mais de mettre des critères d'exclusion a priori, c'était pas recommandé. Ou sinon, on proposait de donner des alternatives au traitement habituel si c'était pas possible de le donner. On mentionnait l'importance de la flexibilité dans le traitement, puis de la façon de donner l'information de manière plus concrète aussi, parfois sous forme imagée. D'utiliser la communication non verbale aussi. Puis là, on ne parle pas nécessairement des pictogrammes super structurés, mais ça pourrait être ça, là, ou des outils de communication augmentés. Il y a certaines personnes qui ont ça, des outils de communication sur iPad ou autre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent pour ça. Puis qu'il y ait un lien là, fort entre les différentes agences qui desservent la personne pour la traiter elle-même, mais aussi faire du cross-training, puis donner de l'expertise d'une direction à l'autre. Puis il y avait des recommandations même au niveau du groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un groupe, par exemple, pour essayer d'améliorer l'inclusion de personnes avec des particularités? Par exemple, minimiser le bruit, les distractions visuelles, euh, bon, obtenir de l'information collatérale. Fait que je vous les ai listés à titre indicatif aussi. Là. Répéter la rencontre, résumer la rencontre précédente pour essayer de mettre clairement en lumière là, les particularités pour que la personne se rappelle. Utiliser du support visuel, comme j'ai mentionné. Puis incorporer des jeux de rôle puis des trucs où qui met la personne vraiment en contexte spécifique. Il y avait des recommandations en individuel aussi. Entre autres, mettre l'accent sur les actions concrètes, les routines de vie saine, plutôt que sur des concepts plus abstraits. Peut-être des rencontres plus fréquentes, mais plus courtes, étant donné que peut-être que le niveau de concentration de la personne peut ne pas durer l'heure complète des rencontres habituelles. Encore une fois, minimiser les distractions, prendre plus de pauses, puis remettre du matériel à la personne, puis du matériel visuel. D'impliquer la famille, ça revenait souvent dans les recommandations. Dans les lignes de pratique canadiennes sur les soins primaires aussi, on recommande de dépister le TLU en déficience intellectuelle et troubles liés à l'utilisation de substances, de faire l'éducation sur les substances aussi. Puis en l'absence de services très spécifiques, c'est un truc assez fréquent dans ma population. J'essaie d'avoir des services en toxico, puis on dit ben là, il y a une déficience, fait qu'on ne le prend pas. Mais souvent, il n'y a pas de service, il n'y en a pas qui existent spécifiquement DI, toxico, TPL, etc. Donc, d'essayer de pousser pour intégrer les usagers, si possible, au service standard, si ça se fait. Grosso modo, c'est ça que j'avais réussi à trouver dans la littérature, ce qui est au final relativement faible comme recommandation spécifique. Fait que je prendrais peut-être le temps qui reste pour des questions, s'il y a des choses par rapport au cas spécifique ou autres que je pourrais comme pister ou je vous dirais que dans ma population aussi, j'ai des personnes qui ont des problèmes de consommation. C'est souvent une des choses les plus difficiles dans la gestion, des fois à cause des problèmes d'impulsivité. C'est très, très difficile sans essayer d'empêcher complètement l'accès aux substances que ça fonctionne parce que, par exemple, les stimulants, j'ai des patients qui deviennent complètement désorganisés quand ils en consomment, puis ils commettent des crimes dans ce contexte-là. Donc, ça devient très
très difficile parfois, là. L'autre chose aussi qui est mon angle mort par rapport à la connaissance de beaucoup de gens ici, c'est justement le travail au niveau chez des adolescents encore, là, au niveau plus identitaire. Il y a peut-être des gens qui ont des choses intéressantes à dire là-dessus. Là. Comme je mentionnais, des fois, c'est un peu le flou identitaire le problème. Puis avant que ça soit comme un peu déterminé, d'avoir des gros outils très cliniques, super spécifiques, c'est moins aisé là, pour les cliniciens. Là. Mais voilà.